Salut les pingouins! Vous pensez peut-être qu'un chauffage électrique à 2000 € consomme moins qu'un chauffage premier prix à 20 €. C'est en tout cas ce qu'affirment la plupart des vendeurs et des sites d'information. Pourtant, si on regarde le fonctionnement de ces appareils et qu'on applique les lois physiques reconnues par tous les scientifiques, on s'aperçoit que les promesses des fabricants sont tout simplement impossibles en théorie. Donc dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les différents types de chauffage électrique et faire quelques expériences pour essayer de savoir si on nous prend pour des pigeons ou s'il y a une autre explication. Le sponsor de cet épisode est Tiberdrola, je vous en reparle en fin de vidéo. On va pas trop rentrer dans les détails, mais il existe une formule pour calculer l'augmentation de température d'un volume. Alors pas de panique, c'est assez simple. L'énergie apportée, c'est en water, c'est justement le chauffage qui va apporter cette énergie nécessaire pour réchauffer la pièce. Alors c'est une info qu'on trouve très facilement sur tous les chauffages. Là par exemple, celui-ci c'est un chauffage de 2000 watts, donc si je laisse tourner pendant une heure, j'aurai apporté 2000 Wh d'énergie thermique dans ma pièce. Tout le reste de la formule, ça dépend de la maison, de sa taille, son volume donc, des propriétés physiques des matériaux et des objets qui sont dedans et qu'on va vouloir réchauffer, donc les murs, le sol, les meubles, etc. Et bien sûr, des pertes qui vont dépendre de l'isolation. Donc en fait, si on cherche à comparer la capacité de différents chauffages pour augmenter la température dans une même maison, on voit que la plupart des paramètres vont pas changer. Parce que si on change de chauffage, on va pas changer le volume de la maison, on va pas changer les matériaux qui sont dedans ou l'isolation. Donc pour la même maison, ce qui compte pour augmenter la température, c'est seulement la quantité d'énergie qu'on apporte et donc c'est uniquement le chauffage et sa puissance. Plus on apporte d'énergie, plus on augmente la température. Si on regarde les chauffages entrée de gamme, comme celui-ci à 50 € à peu près, ou les très haut de gamme à plus de 2000 €, on voit que l'énergie qu'ils sont capables d'apporter sont complètement similaires. Pourtant, les vendeurs de chauffage parlent d'économies énormes qu'on pourrait obtenir avec des radiateurs plus chers. Suivant les sources, on nous promet jusqu'à 40 voire 50% d'économie d'énergie. On voit bien que c'est incohérent avec la science parce que si on diminue l'énergie qu'on apporte, on diminue forcément la température. Donc théoriquement, c'est impossible de chauffer autant avec moins d'énergie. Alors vous dites peut-être que certains chauffages sont capables de produire 2000 Wh d'énergie quand ils consomment seulement 1000 Wh. Et ce serait là que les radiateurs haut de gamme seraient en quelque sorte plus performants. Mais ça, c'est un truc qui est impossible physiquement. On ne peut pas créer plus d'énergie que ce qui a été consommé. Ça, c'est les lois de la physique, c'est notamment ce que dit Lavoisier quand il dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Au mieux du mieux, on peut avoir un rendement qui est de 100%, et donc c'est-à-dire que pour 1000 Wh d'énergie électrique consommée, on produit 1000 Wh de chaleur. Alors là, peut-être vous dites que c'est les modèles de chauffage haut de gamme qui ont un rendement de 100%, mais que c'est beaucoup moins pour les chauffages premier prix. Ils seraient capables de transformer uniquement une petite fraction de ce qu'ils consomment en chaleur. Sauf qu'en fait, encore une fois, à cause des lois de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, si le radiateur a consommé 1000 Wh d'énergie électrique, il va devoir les restituer sous une forme ou une autre. Et en fait, c'est extrêmement simple de convertir 100% de cette énergie électrique uniquement en énergie thermique. Et donc même les chauffages électriques vraiment les plus basiques, les plus bas de gamme, ils sont capables de transformer 100% de l'énergie électrique qu'ils consomment en chaleur. Donc pour tous les chauffages électriques, peu importe le type, on peut considérer que pour 1000 Wh électriques consommés, ils vont produire 1000 Wh de chaleur. Alors, petite précision quand même, aujourd'hui je parle seulement des chauffages électriques, c'est-à-dire tous les systèmes qui transforment directement l'énergie électrique en énergie thermique pour produire de la chaleur. Il existe d'autres systèmes comme les pompes à chaleur qui utilisent aussi l'électricité, mais le fonctionnement est complètement différent puisque dans ces systèmes-là, en fait, on ne transforme pas l'électricité en chaleur, on va plutôt extraire la chaleur qu'à l'extérieur et la ramener à l'intérieur. Alors dans cette vidéo, on va pas du tout en parler, mais sachez quand même que c'est des systèmes qui sont capables de produire plus de chaleur que ce qu'ils consomment en énergie électrique, mais ça viole pas du tout les lois de la physique. Ici, je vais seulement parler des convecteurs, des panneaux rayonnants, des chauffages à inertie et des chauffages à accumulation. Le principe de tous ces chauffages électriques qui coûtent 20 € ou 2000 €, c'est exactement le même. Alors c'est vraiment basique et je vais vous montrer ça. L'idée, c'est de faire circuler un courant électrique dans un matériau qui a une résistance électrique élevée. Et en fait, le passage du courant dans cette résistance provoque un échauffement et ça va donc produire de la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc si je branchais ma prise, le courant arriverait ici, il traverse la résistance, ça produit de la chaleur et le courant ressort par ici. Donc pour pouvoir brancher ma résistance sans cramer mon bureau, moi je vais juste rajouter un support, mais c'est pas nécessaire pour produire la chaleur. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va retrouver à l'intérieur d'un radiateur et maintenant je vais pouvoir le brancher et on va voir ce qui se passe. Là j'ai du courant qui circule et donc je ressens la chaleur et vous allez pouvoir le voir avec le thermomètre. Donc dans ma pièce je suis à peu près, on voit 21, 22. Mais si je me mets juste au-dessus du chauffage, voilà, on voit que ça augmente, là je suis à 40, 50, 60. Ça augmente assez vite et peut-être que vous voyez les ondulations de la chaleur par contre. On voit que ça chauffe et on voit que c'est le système
le plus basique au final de chauffage. C'est extrêmement simple. On fait circuler du courant dans une résistance et ça chauffe. Et donc là, j'ai branché entre l'alimentation et la multiprise un petit wattmètre pour voir la consommation. Et on voit que je suis à peu près à 2800 watts, on va dire à peu près 3000 watts. Et donc là, si je laisse tourner ça pendant 1 heure, eh bien j'aurais consommé 3000 Wh d'électricité et j'aurais apporté dans ma pièce 3000 Wh de chaleur. Donc là, on a une grosse masse d'air chaude autour de mon radiateur. Je vais couper parce que ça commence à chauffer. Si je débranche, la consommation, elle retombe à 0. La résistance, elle est plus alimentée et donc elle produit plus de chaleur. Donc là, moi, je sens encore un peu de chaleur résiduelle autour. Mais si j'attends 1 ou 2 minutes, ça va être complètement froid et je vais pouvoir toucher la résistance parce que toute la chaleur s'est dissipée. Et d'ailleurs, si je mets le thermomètre autour, voilà, on voit qu'on est redescendu autour de 35-36 alors qu'on montait à plus de 60 quand elle était branchée. Alors ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire à la résistance de chauffer à moitié. C'est un fonctionnement qu'on appelle en tout ou rien. Soit la résistance est alimentée et chauffe à 3000 watts, soit elle est éteinte et elle chauffe plus du tout. Le truc, c'est que dans une maison, en fonction de la température extérieure et de la température intérieure de base, on ne va pas forcément vouloir chauffer à la même puissance. Et en fait, pour que le chauffage chauffe plus ou moins, on va simplement jouer sur le temps d'allumage. Plus la résistance sera allumée longtemps, plus ça va produire de chaleur dans la pièce. Et si au contraire, on l'allume assez peu sur 1 heure, il y aura moins de chaleur apportée dans la pièce. Et donc pour gérer ça, dans la plupart des chauffages, on a tout simplement un petit capteur de température qui vient s'intercaler entre l'alimentation et la résistance. En quelque sorte, la sonde de température, elle va piloter l'interrupteur. Tant que la sonde détecte pas qu'il fait la température demandée dans la pièce, la résistance est alimentée et ça continue de chauffer la pièce. Et quand on arrive à la température de consigne, la sonde de température va dire que c'est bon et la résistance se coupe. Et puis bien sûr, quand la température de la pièce va redescendre en dessous de la consigne, la sonde va le détecter et elle va remettre en route le chauffage. Donc c'est comme ça qu'on va jouer sur le temps d'allumage grâce à une sonde de température qui pilote l'alimentation de la résistance. Donc le chauffage le plus basique, c'est lui, une simple résistance qu'on va placer dans une coque en plastique ou en métal pour éviter qu'on la touche directement et pour que ce soit un peu plus joli aussi, avec un système de sonde de température qu'on peut régler plus ou moins fort. Le principe de ces chauffages-là, pour réchauffer toute la pièce, c'est qu'on va avoir une masse d'air chaud qui va se former autour du radiateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc cette masse d'air chaud va remonter. Et par contre, l'air froid de la pièce va redescendre. Et du coup, en descendant, elle va être en contact autour du chauffage, se réchauffer. Et ça va créer un mouvement de convection. Alors malgré la convection naturelle qui se crée sur ce type de chauffage, on va quand même souvent avoir des écarts de température importants en fonction de où on se trouve dans la pièce par rapport au chauffage. Donc pour améliorer ça, on trouve sur certains chauffages un ventilateur qui va permettre de souffler l'air chaud dans toute la pièce. Donc là, si le ventilateur n'est pas en route, on voit que, encore une fois, comme tout à l'heure, rapidement la température, elle monte au-dessus des résistances. Par contre, si je mets en route le ventilateur, l'air chaud va être poussé plus loin dans la pièce, remplacé par l'air froid qui vient dehors. Et on voit que rapidement, la température, elle redescend, elle va se stabiliser à un point d'équilibre. Et du coup, au lieu d'avoir une masse chaude autour du radiateur qui va doucement, par phénomène de convection, remonter, amener de l'air froid, le ventilateur, ça va faire un peu la même chose, mais en beaucoup plus rapide. Et donc, ça va permettre d'avoir une température plus homogène dans toute la pièce. Alors, l'inconvénient quand même de ce système, c'est que déjà, ça rajoute du bruit. Donc, ça peut être problématique quand on a besoin de faire tourner le chauffage la nuit, par exemple. Et aussi, ça peut être un petit peu désagréable parce que ce qui va se passer, c'est que là, devant le chauffage, dans le flux d'air du ventilateur, on va avoir une température relativement élevée. Donc là, par exemple, on voit que je suis autour de 45, 50 presque. Et par contre, si je suis décalé un petit peu dans la pièce, que je suis plus dans le flux d'air, on voit qu'il fait beaucoup moins chaud. Là, j'ai presque 10 degrés de différence, suivant si je suis dans le flux d'air du ventilateur ou si je suis un petit peu à côté. Et donc ça peut être vraiment désagréable parce que suivant où on se trouve dans la pièce, soit on va avoir trop chaud si on est pile dans le flux d'air, soit peut-être qu'on aura trop froid si on est à côté du flux d'air. Alors, maintenant qu'on comprend comment fonctionne le système le plus basique de chauffage électrique, on peut regarder les autres systèmes et les arguments marketing pour voir si c'est de l'arnaque ou pas. Donc on va commencer par les radiateurs inertie. Et ce que j'ai souvent trouvé comme argument, c'est quelque chose comme « Alors c'est économique parce que même éteint, le radiateur inertie continue de chauffer ». Alors c'est extrêmement trompeur, voire mensonger de dire ça, et on va voir pourquoi. Le principe d'un radiateur inertie, c'est qu'on va rajouter de la masse autour de la résistance. Alors c'est soit un liquide comme de l'huile, c'est ce qu'on appelle les radiateurs à bain d'huile par exemple, soit c'est un solide comme de la pierre, des briques ou de la fonte, et c'est ce qu'on va plutôt appeler à inertie sèche. Et donc là, moi je vais faire exactement la même chose sur mon radiateur ultra basique. Je retire le ventilateur et j'installe de la masse thermique autour.
Voilà. Maintenant là j'ai un chauffage à inertie et on va voir ce qui se passe quand j'allume la résistance. Si j'allume mon thermomètre et que je le mets posé directement dessus, on voit que là je suis à peu près à la température de la pièce, donc là moi je suis à peu près à 22 degrés. Et donc là on va attendre un petit peu et on va voir ce qui se passe. Au bout de 10 minutes, on est à peu près 33 degrés là quand je suis au-dessus. Je peux toucher les briques à la main, je peux laisser ma main dessus. C'est chaud mais c'est pas brûlant bouillant. Donc c'est un peu chaud partout autour mais on n'a pas des chaleurs aussi grosses que tout à l'heure où il n'y avait que la résistance. Pourtant, la consommation de ma résistance c'est toujours la même, autour de 3000 watts. Donc comme mes briques sont à peu près à 30-40 degrés, c'est plus chaud que l'air de ma pièce. Donc ça va petit à petit réchauffer l'air de ma pièce et donc chauffer ma pièce. Et maintenant, si je coupe l'alimentation de ma résistance, donc là je retombe à 0 en consommation, c'est normal, mais on voit qu'au niveau du thermomètre, eh bien, la température, elle chute pas rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'énergie thermique produite par la résistance, elle n'a pas directement été libérée dans l'air, mais elle a déjà été absorbée par les briques, et ensuite les briques redistribuent cette chaleur. Donc les briques, ça crée une grosse masse thermique, donc même si j'attends 10, 15, 20 minutes, mes briques elles vont redescendre très doucement, 40, 30 degrés, mais ce sera toujours plus chaud que l'air qui entoure dans la pièce, et donc ça va continuer de réchauffer l'air petit à petit. Ça c'est exactement le principe de l'inertie thermique, on emmagasine la chaleur dans une masse thermique, et cette masse thermique va diffuser la chaleur stockée petit à petit. Mais là où certains fabricants sont un peu malhonnêtes, c'est que les briques là, elles n'ont pas chauffé toutes seules. Si elles sont chaudes, c'est parce que j'ai consommé de l'énergie avant pour chauffer la résistance qui a chauffé les briques. Et on a vu qu'au début, même si la résistance était allumée, eh bien c'était froid au départ parce qu'il faut aussi un temps pour que les briques commencent à se réchauffer. Et en fait, si j'ai laissé ma résistance allumée pendant 1 heure et que j'ai consommé 1000 Wh, eh bien les briques elles vont restituer seulement 1000 Wh. Elles ne seront pas capables de produire plus d'énergie que ce que la résistance leur a transféré avant. Donc si je veux chauffer ma maison à une certaine température, comme on l'a vu plus tôt, j'aurai besoin de consommer la même quantité d'énergie que j'utilise un chauffage à bain d'huile ou un simple convecteur sans masse thermique. Et je trouve que quand on regarde la conception d'un chauffage à inertie thermique, comme ici, eh ben, on comprend bien que la consommation de la résistance, elle est exactement la même. On a juste ajouté un emballage autour. Et en fait, la seule différence, c'est que la chaleur va être diffusée plus doucement sur une période plus grande. Et ça, c'est intéressant pour le confort parce qu'on risque moins d'avoir un volume d'air très chaud autour du radiateur et donc des différences de température importantes à plusieurs endroits de la pièce. Alors par contre, la pièce va mettre un peu plus longtemps à chauffer puisqu'avant de chauffer l'air, il faut déjà chauffer la masse thermique, mais grâce à l'inertie, la température de la pièce va redescendre plus doucement puisque la masse thermique va continuer de diffuser de la chaleur pendant un plus long moment. Alors on voit que ça apporte du confort, ça c'est indéniable, mais a priori ça ne permet pas vraiment d'économie d'énergie. Donc j'ai quand même essayé de chercher des sources scientifiques pour savoir d'où venaient ces chiffres qui annoncent des économies de 15 à 40%, et j'ai même envoyé des mails aux fabricants, mais j'ai reçu aucune réponse. Alors j'ai quand même trouvé un point intéressant qui pourrait effectivement permettre de faire quelques économies. Alors comme je vous ai expliqué, l'air chaud elle a tendance à monter. Avec un simple convecteur, on a vu que l'air directement autour de la résistance peut être très chaude, donc elle va rapidement monter. Et ce qui peut se passer en fait, c'est qu'on ait une stratification de l'air. C'est-à-dire qu'on va avoir une couche d'air très chaude au plafond, une couche d'air moyenne au milieu de la pièce et une couche d'air plus froide au niveau du sol. Et donc si on veut une température confortable de 20 degrés au niveau du corps, au milieu de la pièce, et bien peut-être qu'il aura fallu aussi chauffer une couche d'air un peu plus chaude qui va avoir tendance à s'accumuler au plafond. Alors qu'avec un chauffage à inertie, l'air est chauffé plus longtemps mais moins fort, comme on l'a vu, et donc on a potentiellement moins ce phénomène de stratification. Et donc en fait les économies potentielles, c'est plutôt qu'avec un simple convecteur qui répartirait mal la chaleur dans la pièce, on va avoir tendance à mettre le chauffage un peu plus fort pour avoir une température suffisante à chaque endroit de la pièce. Alors qu'avec un chauffage à inertie, si la température est plus homogène partout dans la pièce, eh bien on pourra avoir juste 20 degrés partout et donc on chauffera globalement en moyenne un petit peu moins. Mais même avec cette explication, je ne crois pas qu'on atteigne des économies de l'ordre de 30 à 40%. Dans le même esprit que les chauffages à inertie, on va trouver les chauffages à accumulation. Donc ça marche de la même façon, mais on ajoute encore plus de matériaux autour de la résistance pour augmenter encore plus l'inertie. Donc là l'idée c'est d'allumer ce chauffage la nuit sur le tarif heure creuse pour chauffer les matériaux qui apportent de l'inertie et que la chaleur soit diffusée tout au long de la journée. Donc encore une fois, l'énergie nécessaire pour chauffer sera la même, c'est juste qu'on aura consommé l'énergie électrique la nuit au lieu de la journée. Mais la quantité d'énergie restituée la journée sera exactement égale à ce qui a été consommé la nuit.
Bon, là, on comprend comment ça peut permettre de faire des économies financières, en théorie. C'est pas qu'on va consommer moins d'énergie, c'est qu'on va acheter l'énergie à un moment où elle est moins chère. Alors, ça peut paraître séduisant, mais il y a quelques mois, je me suis penché sur la question du tarif heure pleine, heure creuse, et j'ai découvert que dans de nombreux cas, en fait, c'était absolument pas intéressant, et que ça coûtait parfois même plus cher qu'avec l'abonnement de base. Et depuis la publication de la vidéo, il y a pas mal d'abonnés qui ont aussi fait les calculs chez eux, et qui sont arrivés à la même conclusion que moi, et du coup, qui ont changé d'abonnement. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo et de faire les calculs chez vous. Dans tous les cas, je crois pas que les radiateurs à accumulation soient non plus une source d'économie financière très importante, sachant que les radiateurs à accumulation sont vraiment beaucoup plus chers. Il existe un autre type de radiateur électrique qu'on appelle panneau rayonnant. Alors encore une fois, on a la même résistance sous le capot, mais cette fois, on n'aura plus de grosse masse thermique autour, mais une plaque. Cette plaque elle a une particularité. Quand on la chauffe, elle va diffuser une partie de l'énergie thermique sous forme de rayonnement infrarouge. On ne le voit pas puisque c'est des rayons infrarouges, mais ce rayonnement est composé d'une quantité d'énergie qui va être transportée jusqu'à toucher un objet. Quand le rayon touche l'objet, eh bien l'énergie est absorbée par cet objet et ça va le réchauffer un petit peu. Alors ça peut paraître assez abstrait comme fonctionnement, mais en fait c'est exactement ce qui se passe avec le Soleil. Il est situé à 150 millions de kilomètres, mais pourtant il arrive à réchauffer la Terre. C'est parce que l'énergie est transportée dans le rayonnement solaire et qu'elle est diffusée quand elle touche les objets sur Terre. On a toujours plus ou moins de rayonnement en fonction du chauffage, même ma résistance ultra basique, elle rayonne. Les briques aussi rayonnent un petit peu, mais certains matériaux rayonnent plus que d'autres. Et donc dans un panneau rayonnant, on fait passer la résistance dans une plaque qui est composée d'un matériau comme l'aluminium par exemple, qui rayonne beaucoup. Donc là l'idée c'est que le rayonnement va aller percuter les objets, les murs, le sol, le plafond, et réchauffer tous ces objets. Et ensuite c'est la chaleur de ces objets qui va réchauffer l'air de la pièce. Alors il faut savoir que même dans un panneau rayonnant, il y a une partie d'énergie qui va être diffusée par convection, comme pour les autres types de chauffage. C'est seulement une partie d'énergie qui est diffusée par rayonnement. Mais encore une fois, que l'énergie elle soit diffusée par convection ou par rayonnement, c'est qu'une question de transformation de l'énergie. Si le chauffage il consomme 1000 Wh, il pourra restituer seulement 1000 Wh maximum sous forme de chaleur, que ça soit par convection ou par rayonnement. L'avantage de ce type de chauffage, c'est qu'on peut rapidement avoir une sensation de chaleur parce que le corps humain, lui aussi, il va absorber ces rayons et se réchauffer. Et donc, avant même que toute l'air de la pièce soit chaud, on peut déjà commencer à ressentir de la chaleur. On va pouvoir chauffer plus facilement l'ensemble de la pièce de façon homogène, puisque c'est tous les objets qui vont en fait chauffer un petit peu l'air. Mais là encore, les avantages, c'est surtout au niveau du confort. Les économies d'énergie, c'est seulement dans le cas où on chaufferait moins qu'avec un convecteur, pour les mêmes raisons qu'on a déjà vues, c'est-à-dire une meilleure répartition de la chaleur dans toute la pièce, donc une température moyenne un petit peu moins élevée. Alors, quel que soit le type de chauffage, un des arguments qui revenait souvent pour expliquer que c'est le meilleur chauffage du monde, le plus économique, c'est tout ce qui concerne la régulation. C'est-à-dire comment on peut programmer et piloter le chauffage. Donc là je suis d'accord, ça peut apporter des économies. Si on a un chauffage vraiment basique qu'on peut juste mettre sur on ou off, sans son de température, on risque de surchauffer un peu la pièce. Parce qu'en fait, si on veut avoir à peu près 20 degrés, il y a peu de chances qu'on coupe le chauffage quand il fait vraiment pile 20 degrés. On risque parfois de l'oublier un petit peu et de le laisser monter à 21, 21,5, 22. Donc en fait, on va plus chauffer que nécessaire et donc consommer plus d'énergie. Mais avec une bonne régulation, on va chauffer la pièce pile à la température de consigne, pas plus, ce qui peut faire des économies. Et puis si on peut programmer des plages horaires avec des températures différentes en fonction du moment de la journée, c'est pareil, on risque pas de partir au travail en oubliant le chauffage qui va tourner à fond toute la journée. On peut aussi prévoir plus facilement d'arrêter de se chauffer par exemple 30 minutes avant de partir, parce que le temps que la température redescend dans la pièce, c'est pas forcément utile de chauffer jusqu'au moment de partir. Et donc en fait, un bon pilotage, une bonne gestion de la température dans la maison, ça permet justement d'avoir une température moyenne qui est la plus proche de la température idéale de confort sans surchauffer trop. Et donc c'est là en fait qu'on fait potentiellement des économies, puisque la température moyenne, au lieu d'être à 21, si on la gère bien, elle peut être qu'à 20 ou 19 suivant le confort qu'on souhaite. Mais en fait ce qui est marrant ou triste, ça dépend un peu comment on voit les choses, c'est que ces arguments sur les économies liées à la programmation, ils sont mis en avant pour dire que le chauffage à inertie ou les panneaux rayonnants, ils sont meilleurs. Mais en fait là sur mon convecteur tout simple, donc c'est vraiment juste une résistance avec un ventilateur, j'ai payé 50 €, j'ai une sonde de température très précise qui se coupe dès que la température de consigne est atteinte. J'ai aussi la possibilité de le programmer jour par jour avec différentes plages horaires, suivant si c'est la nuit, si c'est la journée quand je suis absent, si c'est le soir quand je rentre. Et donc en fait ça me permet d'avoir constamment la température
que moi je voulais dans la maison. Et donc même sur un chauffage entrée de gamme, on peut avoir un très bon système de régulation et de programmation qui permet de faire des économies potentiellement. Après avoir lu beaucoup de documentation autour des chauffages, de nombreuses pages de fabricants parfois trompeuses quand c'est pas juste mensonger, je peux vous livrer ma conclusion et mon point de vue là-dessus. Les chauffages haut de gamme, ils ont des avantages, ça c'est indéniable, je ne remets pas en question, mais en fait c'est des avantages surtout au niveau du confort et pas vraiment directement au niveau des économies d'énergie pure. Alors ça peut effectivement apporter des économies d'énergie, mais c'est seulement parce que il y a une meilleure répartition de la chaleur qui permet parfois de chauffer un petit peu moins en moyenne. Mais quand je vois que certains radiateurs coûtent plusieurs milliers d'euros et qu'il en faut prévoir au moins un dans chaque pièce de la maison, ça peut rapidement faire un budget qui dépasse les 10 000 euros. Je me dis que ça serait sûrement beaucoup plus intéressant d'investir cet argent, par exemple pour améliorer l'isolation. Parce qu'en fait, dans une maison bien isolée, un convecteur ça marche très bien. Le petit chauffage là, tout basique avec juste une résistance et un ventilateur, c'est ce que je me sers dans ma maison depuis 2 ans. Il m'a coûté 50 euros, donc on est vraiment sur les premiers prix. Et pour tout l'hiver, je dépense seulement autour de 75 euros de chauffage, alors que j'ai une température de 20 degrés en journée et à peu près 18 degrés la nuit. Et en fait, comme ma maison est vraiment bien isolée, que j'ai réfléchi pour qu'elle ait une inertie thermique importante notamment, j'ai un niveau de confort super important et j'ai pas besoin de pallier les problèmes d'isolation, les problèmes d'inertie avec des chauffages haut de gamme qui coûtent vraiment très cher. Et en fait, pour moi, un chauffage électrique, c'est intéressant dans une maison comme la mienne, presque passive. Dans ce cas-là, on peut se contenter d'un chauffage premier prix. J'ai vu aussi des gens avec des maisons comme la mienne qui chauffaient toute la maison avec un simple sèche-serviette dans la salle de bain. Mais si vous avez une maison pas très bien isolée et que vous n'avez pas les moyens ou le temps de refaire l'isolation, ce que je comprends tout à fait, c'est sûrement plus intéressant de se tourner vers d'autres moyens de chauffage plus performants que les chauffages électriques, comme par exemple les pompes à chaleur qui permettront de faire de grandes économies. D'ailleurs, le sponsor de cette vidéo propose des conseils et des solutions pour réduire sa consommation d'énergie. Cette vidéo est sponsorisée par Iberdrola, l'un des leaders mondiaux de l'énergie et premier producteur d'énergie éolienne dans le monde. Iberdrola, c'est une entreprise d'origine espagnole qui est spécialisée dans la production, la distribution et la commercialisation d'électricité faible en émissions de CO2. Sur leur site, vous pouvez trouver plein d'astuces pour réduire votre consommation d'énergie et faire des économies sur votre facture de chauffage, d'électricité et d'eau chaude. Et si vous souhaitez améliorer votre isolation thermique et produire votre propre énergie renouvelable, Iberdrola peut vous accompagner pour l'installation de panneaux photovoltaïques chez vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iberdrola.fr, le lien est dans la description. J'espère que vous avez appris des choses grâce à cette vidéo et que vous en saurez un peu plus au moment de choisir votre chauffage électrique. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo au sujet des pompes à chaleur pour qu'on voit comment ça fonctionne et comment c'est possible que ces systèmes-là produisent plus de chaleur que ce qu'ils consomment en électricité. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt les pingouins!